Europe Matin. Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, Emmanuel Macron a-t-il le nom de son futur Premier ministre ? Oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Réponse du tac au tac du président de la République qui maintient donc le suspense à l'occasion de son déplacement hier soir à Berlin. Le couple franco-allemand qui par ailleurs réaffirme son plein soutien à l'Ukraine. Dans ce journal également un témoignage européen exceptionnel, celui du maire adjoint de Mariupol. Vous allez l'entendre, il accuse le Kremlin de déporter des Ukrainiens en Russie. Et puis l'été avant l'heure cette semaine sur une grande partie du pays, à Paris, les restaurateurs ressortent les terrasses éphémères. Les clients sont ravis. Europe 1. Le journal, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On se souvient du geste de Verdun, François Mitterrand et Helmut Kohl, main dans la main lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Hier à Berlin, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont aussi usé du symbole. Le président français et le chancelier allemand côte à côte devant la porte de Brandebourg aux couleurs de l'Ukraine. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1. Jacques, cette photo du couple franco-allemand, c'est un début de réponse au discours qu'a prononcé Vladimir Poutine à l'occasion de la cérémonie du 9 mai à Moscou. Oui, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ensemble devant la porte de Brandebourg, éclairée hier soir aux couleurs du drapeau ukrainien, une image symbolique en opposition au défilé des chars russes sur la place rouge de Moscou le matin même, alors que pour Emmanuel Macron, il s'agissait du premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection. Il était évident pour moi que ce premier voyage viserait à marquer la force, l'importance de l'amitié franco-allemande. Et je souhaite que l'amitié qui unit nos deux pays et qui nous unit puisse nous permettre dans les semaines, les mois, les années qui viennent de continuer de construire de grandes choses. Faire bloc, le chancelier allemand approuve et soutient la proposition du président français de créer une communauté politique européenne qui pourrait accueillir l'Ukraine. Je tiens à dire qu'il s'agit d'une proposition très intéressante pour faire face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Et pour mieux démontrer l'unité du couple franco-allemand, les deux dirigeants ont annoncé la tenue au mois de juillet d'un conseil des ministres franco-allemands, mais avec quel Premier ministre côté français ? Sur ce point, Emmanuel Macron entretient le mystère tout en affirmant savoir qui sera le prochain locataire de Matignon. Jacques Serret. En Ukraine, les combats s'intensifient dans le Donbass. Les Russes mènent 3 attaques simultanées dans le sud et l'est. Objectif, enfermer et isoler les éléments les plus avancés de l'armée ukrainienne. Bataille féroce dans la région de Lugansk. Kiev qui pourra compter désormais sur l'aide massive des Américains. Washington vient de réactiver la loi Prebail de la Seconde Guerre mondiale pour accélérer l'envoi de matériel militaire à l'Ukraine. Voilà toutes les explications sur cette loi Prebail dans le journal de 8h. Pendant ce temps-là, à Mariupol, la situation est toujours aussi critique. L'usine d'Azovstal, ultime bastion de résistance ukrainien, tient toujours. Vous allez entendre un témoignage exceptionnel ce matin, celui du maire adjoint de Mariupol. Il nous a accordé une longue interview. Sergueï Orlov accuse clairement Moscou d'avoir déporté les Ukrainiens en Russie contre leur gré. Il n'y a pas longtemps, on a eu cette information que les Russes ont déporté 40 000 habitants de Mariupol à travers la Russie. C'est une déportation. Ils les ont obligés à rejoindre la Russie sans leur donner le choix. Et l'on parle là d'adultes et d'enfants envoyés là-bas. Il y en a qui ont été envoyés en Russie centrale et d'autres jusque dans l'extrême-orient russe. On a eu des nouvelles il y a peu de temps de 300 personnes envoyées en Extrême-Orient qui demandent de l'aide pour pouvoir revenir à Mariupol. Beaucoup d'entre eux n'ont plus de pièces d'identité. La Russie fait un génocide en diluant et en dispersant la population comme cela à travers les endroits isolés de Russie. Le maire adjoint de Mariupol, invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1 ce matin à 6h10. Vous pourrez entendre un nouvel extrait dans le journal de 8h. J'ajoute que les Nations Unies réuniront une nouvelle session extraordinaire jeudi à la demande de Kiev pour faire le point sur la détérioration de la situation humanitaire sur place. Europe 1, il est 7h04. Retour en France, on l'appelle le Pénélope Gate. François et Pénélope Fillon se pourvoient en cassation après leur condamnation en appel. Et même si les peines prononcées sont moins lourdes qu'en première instance, un an ferme au lieu de 2 à l'encontre de l'ancien Premier ministre et ex-candidat à la présidentielle 2017, 2 ans avec sursis pour son épouse, 3 ans avec sursis pour son suppléant Marc Joulot. Ils ont tous les 3 décidé de se pourvoir en cassation. Gladys Lafitte, est-ce qu'ils vont devoir effectuer leur peine ?
Eh bien non, pas pour l'instant. Les peines de prison, tout comme les amendes, sont suspendues le temps que la Cour de cassation examine ces pourvois et cela peut prendre plusieurs mois. En revanche, l'Assemblée nationale peut réclamer dès maintenant les dommages et intérêts que le couple Fillon et Marc Joulot doivent tous les trois lui rembourser, c'est-à-dire environ 800 000 €. La plus haute juridiction du pays va examiner en droit la procédure et dire si oui ou non elle est conforme. Pour les avocats de la défense, l'enquête a porté atteinte à la séparation des pouvoirs. Elle a été inéquitable, je cite. C'est ce qu'ils ont toujours dit depuis le début de l'affaire en 2017. Ce pourvoi n'est donc pas un nouvel examen des faits, pas à ce stade en tout cas, mais cela pourrait arriver si la Cour de cassation estime que la décision rendue est illégale. Alors à ce moment-là, un troisième procès pourrait avoir lieu. Sinon, la décision et les peines prononcées hier seront définitives. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. On l'a entendu avec la météo d'Anissa Haddadi juste avant le journal. Il fait mieux que très doux. Il fait même très chaud sur une grande partie de la France. Le soleil prend ses quartiers, les terrasses éphémères des cafés également. Les dispositifs reconduits dans la capitale jusqu'au 31 octobre. Environ 2000 sont autorisés à Paris. Certaines sont toujours en cours de montage d'ailleurs. Une aubaine pour les restaurateurs qui espèrent gonfler leur chiffre d'affaires et pour les clients ravis de trouver une place au soleil. Reportage Thibaut Hu. Face à sa terrasse bondée, Laura a le sourire. Cette gérante est ravie de retrouver sa clientèle. Température, ça veut dire grand soleil, ça veut dire cocktail, ça veut dire tourisme, plus de clientèle. Du coup, on sent que les clients sont beaucoup plus joyeux, beaucoup plus motivants pour les serveurs aussi. Ça fait plaisir. Le chiffre d'affaires lui aussi est au beau fixe. Même s'il manque encore de personnel, Kevin, le patron d'un bar, est soulagé après les douloureux épisodes de pandémie et de fermeture. Donc voilà, le Covid il est fini, les touristes reviennent, donc ça marche de mieux en mieux. Maintenant, tous les midis, la terrasse elle est pleine. Peut-être 25% de plus quand même de clients. Un beau temps retrouvé qui fait des heureux parmi les clients. Cyrine a les yeux fermés, les cheveux détachés et profite des rayons du soleil. On s'est pris une petite grenadine fraîche. Ça veut dire que les vacances approchent. Bon, déjà le beau temps, ça met du baume au cœur. Même les rooftops et tout, je pense qu'on va y aller plus. Alors devant et derrière le bar, tous profitent des fortes températures et espèrent les voir durer. Les restaurateurs promettent de respecter la réglementation et notamment de fermer ces terrasses à 22h comme l'exige la loi. Allez, avant de terminer ce journal, direction la Grande-Bretagne avec le discours du trône devant le Parlement, discours prononcé traditionnellement par la reine, mais Elisabeth II ne viendra pas aujourd'hui. Et oui, c'est une première depuis 60 ans. Son état de santé l'empêche de se déplacer. C'est son fils Charles qui lira le discours à sa place. Absence inédite, donc Anaïs Cordoba, vous êtes notre correspondante à Londres. Le palais est très discret et il pèse ses mots. Il parle de problèmes de mobilité. Oui, et Buckingham Palace a publié ce communiqué hier soir. La reine continue d'avoir des problèmes de mobilité épisodiques et après consultation avec ses médecins a décidé à contre-cœur de ne pas participer au discours du trône. Voilà, une décision prise au dernier moment et qui a certainement peiné Elisabeth II, car durant son règne, elle a toujours été présente à cet événement, sauf lors de ses grossesses en 1959 et 1963. Aujourd'hui, c'est donc le prince Charles, son fils, qui lira le discours à sa place devant le Parlement. Il sera accompagné de son épouse Camilla et également du prince William, comme dans une volonté du palais de présenter le nouveau visage de la monarchie, car il est très probable qu'on ne reverra plus la reine prononcer ce discours au Parlement. À 96 ans, ses problèmes de mobilité l'ont empêché dernièrement d'assister à une série de grands événements et son absence aujourd'hui laisse craindre aussi qu'elle apparaisse très peu lors des célébrations de son jubilé de platine début juin. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. On vous retrouve tout à l'heure